Ils ont fêté ma mort, avant même que mon corps ne refroidisse. Il y a des silences qui résonnent plus fort que des cris. Assis seul dans son grand fauteuil de cuir craquelé, Henri regardait fixement le téléphone posé sur la table. Pas de message, pas d'appel, ni de Lucie, sa fille aînée, ni de Mathieu, son Benjamin. Pas même un bonne fête, papa. Il avait 72 ans aujourd'hui. Dans la maison familiale, autrefois remplie de rires, ne restait que l'écho des souvenirs et les murs jaunis par le temps. Depuis la mort de sa femme, tout s'était effrité. Le lien avec ses enfants, autrefois solide, s'était distendu au fil des années, remplacé par des silences polis, des réponses courtes et une froideur qui le glaçait de l'intérieur. Henri n'était ni cruel ni autoritaire. Il avait été un père simple, parfois maladroit, souvent absent, c'est vrai, accaparé par le garage qu'il tenait à l'époque. Mais jamais méchant. Il s'était sacrifié, pensait-il. Et maintenant, il n'était plus qu'un meuble oublié. Ce soir-là, un plan insensé, venu d'un mélange de douleur et de désespoir, germa dans son esprit. S'ils pensent que je suis mort, peut-être que là, ils se souviendront de moi. Il passa la nuit à réfléchir, et le lendemain, il passa à l'action. Il laissa une lettre sur sa table, mit son téléphone en mode avion, ferma la maison à double tour, puis prit la route pour une vieille cabane de pêche qu'il possédait toujours à 2 heures de là. Personne ne savait qu'elle existait encore. Son plan était simple, faire croire à sa disparition, observer la réaction et revenir, peut-être quand il se sentirait prêt. Mais il ignorait qu'il allait découvrir une vérité bien plus douloureuse que l'oubli. 3 jours plus tard, la voisine d'Henri, une vieille dame nommée Yvette, frappa à la porte sans réponse. Elle s'inquiétait. La boîte aux lettres débordait, les volets étaient fermés et la lumière restait éteinte la nuit. Elle appela la police. En entrant avec les agents, elle découvrit le salon désert, la lettre sur la table et les clés laissées en évidence. Dans la lettre griffonnée, Henri écrivait simplement « Je pars. Pardonnez-moi si je vous ai déçu. Je vous aimais. » Pas de corps, pas de sang, rien. Mais pour les autorités, tout portait à croire à un suicide ou à une disparition volontaire inquiétante. Un avis de recherche fut lancé. Lucie fut la première appelée. Elle soupira. « Il fait encore son cinéma », murmura-t-elle en raccrochant. Elle n'avait pas parlé à son père depuis près d'1 an. La dernière fois, il lui avait reproché de ne plus donner de nouvelles que pour demander de l'argent, et elle lui avait raccroché au nez. Mathieu, lui, répondit sans émotion. « Ah !» Il ne versa pas une larme. Il raccrocha et alluma sa PlayStation. Henri, caché dans sa cabane, suivait tout depuis un vieux poste radio et des journaux locaux. Il s'attendait à des larmes, des cris, une veillée, mais il n'y eut ni veillée, ni larmes. Quelques jours plus tard, ce qu'il découvrit à la télévision le frappa en plein cœur. Un petit encart, presque froid. Henri Morel, père de 2 enfants, ancien garagiste, porté disparu. Ses enfants n'ont pas souhaité faire de déclaration. Mais ce n'était que le début, car ce que ses enfants allaient faire ensuite allait enterrer bien plus que son nom. Assis sur son vieux tabouret de bois, Henri fixait l'écran d'un téléphone prépayé qu'il avait acheté en cachette, juste pour consulter les réseaux sociaux. Il hésitait, puis tapa le nom de sa fille. Lucie Morel, un compte public. Et ce qu'il y vit lui coupa le souffle. Elle avait publié une photo d'elle au restaurant, entourée d'amis souriantes, une coupe de champagne à la main. En légende, quand une page se tourne, il faut savoir célébrer le nouveau chapitre. Pas un mot sur lui, pas un hommage. Mais le pire restait à venir. Le lendemain, un appel discret fut passé chez Maître Garnier, le notaire d'Henri. C'était Mathieu. Il voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour accélérer les démarches. S'il est mort, c'est qu'on a droit à ses biens, non? Monsieur Morel n'est pas déclaré décédé, seulement porté disparu, répondit le notaire. Mal à l'aise, mais Mathieu insista. On peut faire constater une absence. Il y a des procédures. On a besoin de liquider la maison. La maison, celle où Henri avait élevé ses enfants, réparé leur premier vélo, collé leurs dessins sur le frigo, il voulait la vendre, avant même d'avoir confirmé sa mort. Henri chancela. Il sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas de la peine, c'était autre chose, un abîme. Il était vivant, et ses enfants non seulement ne le cherchaient pas, mais voulaient tirer profit de son absence.
Il griffonna sur son carnet tremblant. Ils ne veulent pas me retrouver. Ils veulent m'effacer. Mais il n'était pas prêt à mourir, pas encore. Il devait comprendre pourquoi. Henri ne dormait plus. Il passait ses nuits à reconstituer le puzzle, le cœur ravagé. Pourquoi? Pourquoi tant de froideur? Avait-il raté quelque chose? Était-il un père si terrible? Il voulait savoir. Il devait savoir. Il sortit de sa cachette à la tombée de la nuit. Casquette vissée sur le crâne, manteau usé sur les épaules, il prit le train et retourna discrètement en ville. Il n'osa pas aller chez ses enfants. Non, il choisit plutôt une autre piste. L'ancien grenier de sa maison, toujours accessible par la petite fenêtre arrière du garage. Là, parmi les cartons, les outils rouillés et les souvenirs empoussiérés, il tomba sur une boîte scellée, marquée d'un nom qu'il n'avait pas vu depuis des années. Claire. Claire, sa femme. Décédée il y a 7 ans d'un cancer fulgurant. Il ouvrit la boîte. Lettres, carnet, un journal intime. Il n'avait jamais su que Claire tenait un journal, et ce qu'il lut le brisa net. Henri est encore rentré tard cette nuit. Les enfants m'ont demandé pourquoi il crie si souvent. Je lui ai dit d'arrêter de parler ainsi à Lucie. Elle a pleuré toute la nuit. Mathieu a peur de son père. Il ne le dira jamais, mais je le vois dans ses yeux. Page après page, Claire parlait de sa solitude, de ses peurs, de ses tentatives de protéger les enfants d'un Henri dur, distant et parfois blessant. Henri lâcha le journal. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Il n'avait jamais su, ou peut-être avait-il choisi de ne pas voir. Il pensait être un père imparfait, mais aimant. En vérité, il avait laissé des cicatrices invisibles. Les enfants ne le pleuraient pas, parce qu'il portait encore le poids de ses silences, de ses absences, de ses colères. Et maintenant, il était trop tard pour s'excuser. Ou peut-être pas. Henri erra toute la nuit dans les rues vides de sa ville, le cœur fracassé, les poings serrés dans les poches. Il voyait maintenant. Pas ce qu'il voulait voir, mais ce qu'il devait voir. Il n'était pas simplement oublié. Il avait été une blessure. Et pourtant, il voulait leur parler. Il voulait comprendre, peut-être même demander pardon. Alors, au petit matin, il prit une décision insensée, irréversible. Il irait les voir, vivants. En face, il choisit Lucie. Il frappa à sa porte lentement. Elle ouvrit. Silence, son visage se décomposa. « Papa ?» Henri resta figé. Ses lèvres tremblaient. « Tu n'es pas mort ?»« Non, mais vous l'auriez préféré, visiblement. » Lucie pâlit, puis ses yeux s'embuèrent, pas de joie, non, de colère. « Tu crois que disparaître comme ça, c'était une leçon? Tu voulais qu'on te regrette? Qu'on t'aime de nouveau? Tu nous as manipulés, encore !» Henri recula d'un pas. Il s'attendait à de la surprise, peut-être de la pitié, mais pas à cette fureur glacée. Lucie cracha. « Tu veux la vérité? On n'a pas pleuré, parce qu'on avait déjà pleuré toute notre enfance. » Elle le laissa là, sur le seuil, comme un étranger, comme un fantôme. Il alla chez Mathieu ensuite. Son fils l'ouvrit, le regard vide. « T'as tout détruit en partant. Et tu reviens pourquoi? Pour jouer les martyrs ?» Henri murmura. « Je croyais qu'en simulant ma mort, vous comprendriez ma douleur. » Mathieu répondit sans ciller. « Et nous, tu crois qu'on n'a pas fait semblant d'aller bien toute notre vie? Tu veux des funérailles? Tu les as déjà eues. Maintenant, enterre-toi pour de bon. » Et il claqua la porte. Henri resta seul. Le soleil se levait. Mais pour lui, tout venait de s'éteindre. Henri marcha sans but, sans force. Chaque mot de ses enfants le martelait comme une condamnation. « Tu nous as manipulés. Tu veux des funérailles? Tu les as déjà eues. » Il erra jusqu'au vieux pont de la ville, celui où il emmenait jadis Lucie pour lui apprendre à faire voler des cerfs-volants, et où Mathieu lançait des cailloux dans l'eau en criant « Regarde, papa, j'ai fait une vague !» Ce pont, maintenant, ne portait plus rien d'autre que le poids de son échec. Henri s'assit, regardant le courant couler en contrebas. Il comprit, enfin. Tout ce qu'il avait fui, les silences, les absences, les petites violences quotidiennes, tout cela avait grandi dans l'ombre, comme une herbe mauvaise, jusqu'à étouffer l'amour qu'il croyait éternel. Ce n'était pas eux qui l'avaient oublié. C'était lui qui avait, longtemps avant, cessé d'être là. Il sortit une feuille de papier. Une dernière lettre. Il n'écrivait plus pour se faire aimer, ni pour se faire pardonner. Il écrivait pour dire la vérité. « Je ne vous demande rien, ni retour, ni pardon.
Je voulais être pleuré, j'ai été jugé, et je le mérite peut-être. Mais sachez que je vous ai aimé. Mal, oui, mais fort. Toute ma vie, c'est ce que je laisse. Pas un nom, juste un regret. Il déposa la lettre dans une boîte aux lettres, puis retourna à la cabane sans bruit, sans espoir. Il s'allongea sur le lit, regarda le plafond et pleura, pour la première fois depuis la mort de sa femme, pas parce qu'il était seul, mais parce qu'il avait enfin compris ce qu'il avait perdu. Le silence était tombé sur la cabane comme un linceul. Les jours passaient. Henri ne sortait plus. Il ne cherchait plus à être vu, ni même à être compris. Il écrivait des lettres, une pour chacun de ses enfants, une pour Claire, une pour lui. Dans ces lettres, il n'y avait plus de colère, plus d'accusation, seulement une chose. La vérité nue, douloureuse, mais apaisée. Puis, un matin gris, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, quelqu'un frappa à la porte. Henri mit du temps à se lever. Il ouvrit. C'était Lucie. Elle ne dit rien tout de suite. Elle tenait la lettre dans la main. Son regard était rouge, humide, mais stable. « Je t'ai lu, » dit-elle simplement. Il baissa les yeux. Il n'attendait plus rien. Mais elle ajouta, « Je suis pas venu pour pardonner. Pas encore. Mais peut-être pour essayer de comprendre. » Derrière elle, un bruit de pas. Mathieu, trempé, silencieux. Mais là, Henri chancela. Pas de réconciliation, pas d'étreinte de cinéma, mais une fissure dans le mur. Et parfois, une fissure, c'est déjà une lumière. On ne mesure pas l'amour à la douleur qu'on laisse en disparaissant, mais aux soins qu'on a donnés en étant présent. Simuler sa mort ne lui a pas révélé la vérité qu'il voulait, mais celle qu'il méritait. Et dans cette vérité, il a trouvé le vrai chemin du retour, pas vers sa famille, mais vers lui-même.